J'avais genre 18 ans, un éditeur qui m'a invité chez lui et j'ai fini avec sa main dans mon pantalon. Ah, vous trouvez que vous chantez mieux que Mika? Évidemment. C'est un scoop, ça? Je suis un grand chanteur, il chante bien. Pour moi qui est devenu plus ou moins homosexuel, ça n'a rien avec l'éducation, ni là où vous êtes né, c'est quelque chose de différent qui est en vous, quoi. J'ai du mal à m'imaginer qu'il abuse. Mais j'ai du mal, mais c'est pas impossible. Je défends pas spécialement Bruel. Ouais. Hein. L'argent, c'est important pour vous. Hein. Ah ben, ma formule pour l'argent, c'est si on a de l'argent, on peut dire merde. Bienvenue dans Domino Wouter Otto Levenbach, plus connu sous le nom de Dave. Venu des Pays-Bas, vous vous imposez en France dans les années 70 avec une voix immédiatement reconnaissable, une élégance à contre-courant et des chansons devenues cultes. Vanina, du côté de chez Swann, Danser maintenant, Mon cœur est malade, Est-ce par hasard? Et puis, il y a cette longévité presque insolente, une 50aine de singles, une 20aine d'albums, et en 2019, pour célébrer vos 50 ans de carrière, vous revenez avec un nouveau CD produit par votre ami Renaud, Souviens-toi d'aimer. Il y a 2 ans encore, le 21 mai 2024, vous fêtiez vos 80 ans lors d'un concert événement au Grand Rex. Mais derrière l'interprète, il y a aussi un musicien, un compositeur et même un animateur de télé. On se souvient notamment de votre émission Du côté de chez Dave, et puis surtout quand vous avez présenté l'émission l'Eurovision aux côtés de Marc-Olivier Fogel. Vous avez aussi pris la plume pour publier des autobiographies ou encore des livres consacrés à une autre de vos passions, la cuisine. Bref, vous n'avez jamais cessé de nous surprendre, Dave, et je crois bien que vous êtes devenu au fil du temps une exception néerlandaise dans le patrimoine de la chanson française. Alors dites-moi, avant de vous expliquer la règle du jeu, vous avez pris la nationalité française? Et non, quand je suis arrivé, je suis parti des Pays-Bas quand la majorité à l'époque, comme en France, d'ailleurs, était de 21 ans. Oui. Et je ne sais pas si c'est encore le cas aux Pays-Bas. Mais quand je suis arrivé ici en 65, il n'y avait pas la double nationalité. Ça n'existait pas encore. Oui. Ça s'est installé à travers les Maghrébins, oui. etc. Donc moi, je suis resté français et je suis toujours français parce que maintenant, quand les policiers m'arrêtent, ils me demandent une photo. Oui, c'est ça. Donc vous n'avez quand même je suis toujours hollandais. Vous n'avez quand même pas demandé volontairement non, j'ai jamais fait la démarche. Française. Non, j'aurais pu parce que quand je suis... Grâce à François Hollande, pour être précis, on a autorisé aussi les garçons et les filles qui ne changent pas de partenaire, mais qui prennent quelqu'un qui a le même sexe qu'eux. Oui, donc, on est mariés depuis 12 ans, un truc comme ça, maintenant on ensemble depuis 54 ans. Et donc, j'aurais pu, à travers ça, aussi pu devenir français, mais ça ne change rien pour moi, je suis européen, pas de problème. Alors, Dave, entre vous et moi, il y a ce vase rempli de dominos blancs et de dominos noirs. Dans un instant, je vous demanderai d'en piocher un. Alors, si vous tirez un domino blanc, nous commencerons par l'interview blanc sur noir, l'interview lumière pour explorer, pour éclairer vos réussites, vos plaisirs, vos joies. C'est bien parce qu'une des chansons de Patrick Vazot, dont il est le plus fier probablement, c'est une chanson qu'il a écrite pour François Hardy, qui est son idole absolue, qui s'appelle Noir sur blanc. Et ben voilà. Et si vous tirez un domino noir, eh bien nous commencerons par l'interview noir sur blanc pour aller un peu sonder votre part d'ombre, vos failles, vos doutes, vos blessures, vos vérités les plus secrètes. Alors, à côté de vous, il y a un masque. Si toutefois l'envie vous prend de me répondre le visage couvert, faites comme bon vous semble, monsieur. Très bien. Voilà, Dave, vous savez tout. Alors, je vais vous demander de fermer les yeux, de tendre le bras et de tirer un domino. Il faut fermer les yeux pour faire ça. Oui. Ah oui. Hop. Alors, je prends celui-là. Vous allez... Ça y est, il vient. Ça y est, je le tiens. Tiens, attention au vase, pas qu'il tombe. Ah, alors je vous laisse découvrir. Ouvrez les yeux. Vous pouvez vous redresser, Dave. Hein. Voilà. Avec mes doigts, j'ai senti qu'il n'y avait rien. Donc, c'est blanc. Voilà. Alors, quelle classe. Voilà. Quelle chance. Quelle chance. Donc, on commence par l'interview lumière. C'est le hasard. Vous savez que le hasard, suivant les musulmans, c'est l'ombre de Dieu. Et pour les catholiques, le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. Je sais. Joli, hein. On va y revenir, parce que vous savez qu'il y a une séquence hasard ou destin. Ah, bien. C'est la dernière séquence. Voilà. Alors, gardez vos réponses. Alors, cher Dave, quand on vous regarde,
On se dit que le temps vous a épargné. Un peu comme s'il y avait un portrait de vous qui vieillissait quelque part. Dorian Gray. Ouais, comme dans le roman d'Oscar Wilde, le portrait de Dorian Gray. Ben oui, mais ce n'est pas le cas. Oui. Et c'est naturel, il n'y a pas de botox. Ah non, je n'ai rien fait. Mais je n'ai rien fait parce que généralement, les gens que je connais, qui sont nombreux, qui ont essayé d'améliorer, ce n'est pas toujours le cas. Oui. Donc, mais je ne dis pas que j'y ai pas pensé. J'ai une fois, à Los Angeles, j'étais chez une copine qui était un petit peu connue dans le métier parce qu'elle est productrice de spectacle. Oui. Et il y avait une dame qui fait ça comme métier. Donc, je me suis fait enlever deux. Et ça a duré quand même quelques mois. Oui. Et puis, c'est revenu. Je m'en fous complètement. Je n'ai pas de problème avec ça. Alors, Dave, vous avez toujours l'air joyeux. Est-ce que c'est naturel ou bien c'est un travail de tous les jours? C'est pas un travail, je pense que c'est une question de caractère, de hasard, de forme de pudeur peut-être aussi. Je pense que, disons, par un petit côté pudique peut-être, que je n'ai pas spécialement envie de montrer à tout le monde dans quel état je suis exactement. Oui. Et puis sur scène, n'importe moi, je suis tellement heureux d'être sur scène. C'est vraiment un des meilleurs moments de ma vie, d'être sur scène, de préférence devant une salle pleine pour la production. Oui. Donc je suis, oui. Mais je peux faire la gueule, hein, Ouais. si vous voulez. Mais ce qu'on ressent en vous regardant, c'est aussi ce côté paisible et joyeux. Donc, de qui avez-vous hérité? De votre maman, de votre père? Je ne sais pas trop. On n'est pas fait que par l'héritage de ses parents, sur un plan caractère, sur un plan qualité ou défaut d'ailleurs. On a aussi sa propre manière d'être. Mais disons que très jeune, déjà, je n'avais pas trop envie de tout montrer. Ah oui. C'est vrai. C'est pour ça qu'à 16 ans, vous avez fait non pas une crise d'adolescence, mais une crise mystique. Non, ce n'était pas une crise. J'ai très, très vite... En fait, une des raisons pour lesquelles je pense que vous faites allusion du fait qu'on sait plus ou moins que je voulais devenir pasteur. Oui, alors... Parce que mon père était protestant, d'origine juive, mais protestant bien avant Hitler. Donc converti au protestantisme. Juif converti au protestantisme. Oui, on n'a pas besoin de se convertir, mais disons qu'il a changé d'opinion, oui. Mais ma mère était vraiment athée, mes deux frères et ma sœur étaient vraiment, et sont, en partie, ils sont encore vivants, heureusement, sont athées. Moi, j'ai très vite pris l'habitude, quand on allait par exemple l'été à la mer, oui. je parlais à Dieu, je dis fais Oui. attention que personne ne se noie. Parce que j'avais lu j'ai été maître d'école de dimanche dans l'église protestante où j'allais. Oui. Et j'ai très vite appris en lisant la Bible que Dieu aime bien qu'on dit qu'on est croyant. Ça lui fait plaisir. Donc. Mais Dave, est-ce qu'on vous a dit, est-ce qu'à un moment vous vous êtes dit j'ai envie de devenir pasteur? Et est-ce que quelqu'un vous a dit, enfin un pasteur en l'occurrence, vous a dit non, ce n'est pas possible, tu aimes les garçons, donc tu ne peux pas devenir pasteur? Non, je n'ai jamais dit spécialement. Moi, j'aime les êtres humains, donc je ne suis pas aussi limité que ça. Mais vous l'aviez déclaré, hein, ça, il y a quelques années. Ah, parce que je voulais. J'ai toujours aimé choquer un peu. Oui, c'est ça. C'était plus choquant de dire qu'on est homo qu'hétéro. Hein. Mais moi, quand j'ai rencontré celui qui est devenu et resté mon partenaire il y a 55 ans, Sarah put une fille, mais c'est un garçon. Oui, oui. Et heureusement, peut-être. Enfin, ça fait qu'on n'a pas d'enfants, quoi. Mes parents avaient des amis qui n'avaient pas d'enfants et ils en parlaient toujours avec une certaine compassion. Maintenant, tout le monde peut acheter des enfants. Mais vous aviez quand même envisagé de faire des études de théologie? Ou c'est encore bidon, ça? Non, c'est pas bidon, c'est pas bidon, mais la raison n'est pas bidon, mais c'est peut-être en partie, si on est honnête avec soi-même. Oui. Quand j'allais avec mon père au temple, comme on est en France quand on parle de l'église protestante, eh bien, le pasteur était une femme que je trouvais très jolie. Et je trouvais ça intéressant que tout le monde l'écoutait quand elle qui parlait. Elle était évidemment un peu en hauteur. Et donc, je pense qu'il y a une forme de narcissisme en toi qui voulait bien qu'on m'écoute quand je chante. Donc, c'est peut-être le mélange d'envie d'être celui qui mène la barque, quoi, aussi. Donc. Et l'envie d'être celui qui est dans la lumière. Oui, il y a tout ça, sûrement. Ça ouais, sûrement. Et vous priez, vous priez régulièrement, vous priez? Oui, je prie. Oui. Ça fait penser à un truc à choquer que j'ai dit dans un talk show aux Pays-Bas où je suis allé dernièrement faire des concerts. Mais je parle beaucoup à Dieu, mais il ne répond pas du tout. Il ne répond pas? Il ne répond pas, il a autre chose à faire. Et si certaines réponses à vos questions existaient déjà, mais que vous ne les perceviez
Pas encore. Force est de constater, depuis plus d'une vingtaine d'années, que j'utilise cette sensibilité particulière pour pratiquer justement cette voyance. Et au fil des consultations, certaines informations arrivent avec des précisions étonnantes, des changements de vie, des rencontres importantes, des situations qui vont justement évoluer. Et la voyance n'est pas là pour enfermer quelqu'un dans un destin, elle est surtout là pour éclairer le chemin des possibles et de comprendre un peu mieux ce que nous traversons. Et si vous souhaitez justement découvrir comment se déroule une séance de voyance en direct, je vous donne rendez-vous pour une expérience un peu particulière. Toutes les informations et le lien de réservation se situent juste ici. Je vous dis à très vite. Mais dites-moi, votre nom de scène, Dave, c'était en référence au roi David Absolument. dans l'Ancien Testament? Oui, parce que j'aimais bien le roi David dans la mesure où d'une part il chantait pour le roi Saoul, avant qu'il soit roi lui-même, Ouais. Saul en français, je dis Saoul en français, Ouais. et donc il s'accompagnait à la harpe, et moi je m'accompagnais à la guitare de temps en temps. Ouais. Mais donc je trouve ça joli, donc j'avais traduit mon nom parce que j'étais à ce qu'on appelle en français un lycée classique, Ouais. aux Pays-Bas on dit Gymnasium, Mhm. et j'ai donc fait pendant 6 ans 20 heures de latin et de grec par semaine, donc ça donne déjà un peu pédant, et donc j'ai traduit mon nom en Rivus Vitae, qui est la même chose que mon vrai prénom, traduit en latin, et j'ai reçu une lettre de ma première maison de disques qui s'appelle le Phonogramme, Philips, Decca, London et Fontana, Ouais. dans lequel il avait marqué « Vous allez vous appeler Dave Rich ». J'étais tellement content de voir la maison de disques que j'ai dit d'accord. Et c'est Eddie Barclay, quand j'ai signé chez lui le 7 décembre 1967, qui a dit « Rich, peut-être pas tout de suite ». Donc j'en ai gardé que Dave. Ouais. Et puis ça faisait anglo-saxon, comme Johnny Oui, c'est Hallyday. tellement, En voilà, fait, c'était à la mode. Dick Rivers, Eddie Mitchell. Mais dites-moi, donc vous croyez en Dieu, donc là, il vous arrive d'aller dans les temples protestants? Plus beaucoup. Plus non. beaucoup. Non. Est-ce que vous croyez que la vie se poursuit après la mort? Non, ça, je ne vais pas dire ça. J'ai plutôt l'impression qu'on est un peu comparable à un transistor radio, et quand les piles sont mortes, il n'y a plus de son. Ah oui, c'est dur, comme c'est le néant. La mort, c'est le néant pour vous? C'est la fin. Mais ce qui est formidable pour les artistes, surtout pour les musiciens et Oui. les chanteurs, c'est qu'on peut laisser des chansons. Oui. Il se pourrait que dans 30 ans, 40 ans, quelqu'un chante du côté de Swan et qu'il ne saura pas qui l'a créé. C'est un peu un mot un peu pédant, mais c'est vrai qu'on cite parfois des chansons sans savoir exactement qui l'a chanté. Moi, je parle beaucoup avec des jeunes gens, ça m'amuse. Quand je leur cite, par exemple, Georges Moustaki, ils n'ont aucune idée de qui je parle. Ils ont oublié. Et j'ai même rencontré il n'y a pas longtemps un garçon avec qui je parlais dans un jardin où j'étais en train de me promener avec ma chienne. Et je dis Johnny Hallyday et il ne savait pas qui c'était. Ah bah, quand même. Là, 10 ans. Et alors, vous encore moins, alors? Ben, c'est-à-dire que moi, les très jeunes m'ont redécouvert quand j'ai fait pendant 4 ans une émission qui s'appelle Le Français d'un incroyable talent, Oui. très regardée par les enfants. Et donc ils croyaient que j'étais quelqu'un qui travaillait à la télé, mais ils ne connaissaient pas mes chansons. Hein. Oui. Alors, vous avez connu un immense succès et pourtant, vous n'avez jamais donné l'impression d'être dépassé, écrasé par la célébrité. Comment avez-vous réussi à maintenir cet équilibre? Ben, je me souviens, une fois, il y a fort longtemps, tout à fait au début de mon premier succès, qui n'est pas Vanilla, qui est Sugar Baby Love en anglais et en français, 400 000 en anglais et 300 000 en français. C'était comment déjà, ça Sugar Baby Love, Sugar Baby Love. Et quand j'allais à la maison de la radio, à Paris, il y a une espèce de barrière. Et donc je suis mis devant avec ma voiture de l'époque, et le mec ne l'ouvrait pas. Et là, je me suis entendu cette phrase qui prouve que j'étais vraiment un petit peu mal barré. Heureusement que je me suis arrangé. Puis j'ai dit, mais enfin, monsieur, vous ne voyez pas qui je suis? Oula. Ça, c'est horrible de dire ça. Ah oui. Parce que oui, il le voit ou il ne le voit pas. Ah oui. Donc c'est con, ah oui. pour dire un Et mot donc bien français. Et donc, je me suis rendu compte tout de suite moi-même que j'avais dit une grosse, grave bêtise, et je crois que je ne l'ai plus jamais refait. Non, en fait, ça va plus loin que ça, parce que moi, depuis l'âge de 7-8 ans, j'ai entendu que je chantais bien. Et ça, on peut le dire. Mais un plombier qui va venir vous réparer votre installation civile, qui dit que je suis un bon plombier, vous ne dites pas qu'est-ce qu'il est prétentieux. Je dis, mais heureusement, tant mieux. Mais un chanteur, il ne peut pas trop le dire. Un acteur ne peut pas trop dire je suis un bon acteur, parce que ça passe par une forme de narcissisme, de prétention. Donc, on ne peut pas dire qu'on chante bien, mais moi, je sais que je chante bien. On peut ne pas aimer, évidemment. Moi, j'ai fait pendant des années de la Manche. Les gens pouvaient me dire, quand je passais avec une petite assiette,
On n'a pas aimé. C'est leur droit le plus strict. Bien Mais sûr. il ne pouvait pas me dire qu'il ne m'a pas entendu, Ouais. parce qu'il chante fort. Ouais. Vous m'écoutez ou pas? Je vous écoute, mais vous ne m'avez pas répondu sur l'équilibre. Je dis ce que je veux. Non, mais vous avez pas. Comment vous avez réussi à maintenir cet équilibre en fait dans votre vie par rapport à cette grande célébrité? Parce que c'est pour ça que je vais recommencer. Depuis l'âge de 7-8 ans, j'ai entendu que je chantais bien. C'est pas parce que tout d'un coup, on disait que je chantais bien à Strasbourg quand j'étais à Brest, ou qu'on disait que je chantais bien à Marseille quand j'étais à Lille, que ça m'a changé quelque chose. Je sais que je chante bien. C'est aussi qu'on peut ne pas aimer du tout ce que je fais, Ouais. ni tout, Donc, ni donc ma chanson, ni ma voix. vous êtes resté avant tout vous-même, Ah oui, finalement, fidèle. bah oui. Oui. Ouais, Vous savez, j'ai fait une école aux Pays-Bas qui s'appelle le Gymnasium, qui en français on appelle un lycée classique. On sait, par des études de sociologues, qu'environ 10% des gens qui ont une forme d'intelligence qui leur permet de passer ce bac-là. Donc on sait qu'on est plus intelligent que les autres. Oui. C'est très prétentieux ce que je dis. Oui, c'est assez prétentieux. Mais c'est pas moi, c'est Oui. les sociologues, c'est Oui. pas moi. Oui. Moi, je le crois. hein. Mais Dave, dans les périodes difficiles, Oui. vous avez toujours su garder de l'humour et de l'humour par rapport à vous, finalement. C'est-à-dire que l'autodérision n'est pas spécialement un trait de caractère des Français. Les Belges ont plus d'autodérision, les Anglais aussi. Oui. Les Français veulent bien rigoler des autres, mais pas trop de Pas rire de soi. Moi, j'aime bien ça. Oui. Alors, votre chanson. Je vais me faire que des ennemis avec vous. Votre, Je m'en fous. votre chanson. Lequel? Quand on arrive à un certain âge, on peut Oui. tout se permettre, c'est ça? Bah oui, oui. Hein? Très, très souvent, quand j'avais encore mes parents, qui évidemment à mon âge n'est plus, je ne voulais pas choquer mes parents. Maintenant, je peux dire ce que je veux, ils ne sont plus là. Alors, votre chanson Danser maintenant, Oui. qui date de 1975, vous Oui. pouvez juste la fredonner pour la C'est jeune Moulin génération? C'est une chanson, un air de jazz de Glenn Miller, l'orchestre de Donc, Glenn Miller. c'est Danser. Danser maintenant tout l'été, les pieds nus dans le sable. Voilà. C'est vraiment un air très connu, hein. Pas pour moi, mais par Glenn Miller. Ouais. Alors, est-ce que votre philosophie, finalement, de vie tient dans cette chanson, à savoir qu'il faut profiter de l'instant présent? Il faut savoir le faire. Je comprends très, très, très bien. J'entends parfois des choses, ne serait-ce que quand on ouvre le journal, quand on écoute une news, comme on dit en vieux français, à n'importe quelle station de radio ou de télé, on entend tellement d'horreur. Donc c'est très difficile. D'une part, ça me fait penser à une phrase de Woody Allen qui disait Oui. « Si Dieu existe, j'espère qu'il a une bonne excuse ». Oui. C'est assez bien vu. Maintenant, on ne peut pas toujours être joyeux et gai. Ce sera... Moi, j'aime bien qu'on me prend pour un imbécile heureux, mais en même temps, on passe sa vie... Quand on est chanteur de variété, on pense souvent qu'on ne sait même pas écrire. Donc, on pense qu'on met une croix au lieu de signature. Donc, on passe quand même quelque part sa vie à montrer qu'on n'est pas si con que ça, quoi. Vous avez eu... il fallait que vous montriez que vous n'étiez pas si con que ça, comme vous dites? C'est vrai qu'on disait que vous étiez un chanteur de variété pour les minettes. Hein. C'est ça, hein? Plus que variété, variétoche. Ah oui, ça c'était assez encore pire. péjoratif, ça. Très péjoratif. Et ça, vous le viviez bien, ça? Oui, en bon français, rien à foutre. Et alors, qu'est-ce que... Alors, attendez, sur le bonheur, qu'avez-vous appris sur le bonheur avec le temps, au fil du temps? Je pense, mais je ne suis pas le seul à penser, que le bonheur, c'est des moments. On ne peut pas être dans un état de félicité, pour utiliser un mot d'origine latine, tout le temps. Mais on peut avoir des flashs. On peut se réveiller avec un cafard. Je vais donner un exemple que beaucoup de gens peuvent comprendre. Depuis l'âge de 7 ans, j'ai toujours eu des chiens. Quand le chien, même si je me réveille avec un gros cafard à 6h30, 7h, et un peu tôt, je trouve, il saute sur le lit, t'as plus le cafard. C'est tellement formidable. L'amour non intéressé d'un animal, que ça aide. Et parfois, tu te promènes et tu n'es pas bien, et tu entends, je sais pas, un rouge-gorge qui chante, ou Merle qui chante mieux qu'un rouge-gorge. Vous allez mieux tout d'un coup. Donc, c'est très, très, très... C'est les petits bonheurs simples. Et c'est ça, les petits bonheurs de la vie, finalement. Hein. Ouais, c'est être assis au soleil aussi. Je me souviens aussi que quand j'étais en pleine puberté, que je pense que j'avais besoin de personne, et je partais seul dans le pays où avant j'allais avec mes parents, c'était dans le nord d'Italie. Je partais seul d'Amsterdam dans un cyclomoteur jusqu'à là-haut. Et un jour, j'étais assis en haut d'une colline, presque une genre de montagne, et de chaque côté, il y avait un lac. Et c'était tellement beau que je me souviens que je m'étais dit, j'aimerais dire à quelqu'un, t'as vu comme c'est beau. Et c'est là que j'ai compris que c'était bien d'être deux.
et de préférence avec quelqu'un qu'on aime. Eh bien, justement, avec votre mari, votre compagnon, Patrick Loiseau, donc c'est plus de 50 ans de vie de couple. 55 ans. Oui. 55 ans. Vous avez le sentiment d'avoir construit un amour qui échappe au temps? Ben, j'espère, mais disons que je n'ai pas dit que j'ai toujours été fidèle, mais je n'ai jamais dit, j'ai jamais eu envie de dire à qui que ce soit d'autre je t'aime. Ça, c'est vraiment l'exclusivité. Il a l'exclusivité totale de ce sentiment-là. Maintenant, le sexe est autre chose. Le sexologue va vous dire que l'enthousiasme sexuel dure environ 7 ans. Nous, ça fait quand même 55 ans, mais c'est un peu moins d'enthousiasme qu'avant, peut-être, c'est possible. Je sentais une présence là quand vous avez parlé de votre couple. Dans le studio, une présence, oui. Mais il faudrait que vous ayez... Un homme en noir, avec des lunettes noires. Un homme en noir avec des lunettes noires. Ray Charles. Thierry Ardisson. Pourquoi? Qu'est-ce Oui. qu'il vient faire là-dedans? Parce qu'il m'a dit, réinterroge Dave pour savoir si c'est vraiment l'infidélité, le secret de la longévité de son couple. Il a dit ça, lui? Oui. Eh bien, pourtant, il n'est pas un bon exemple. Je ne connais pas sa vie privée, mais ça m'étonnerait. Mais il n'était pas un peu avec... non. Avec allez, vous voulez tout dire. Non. Il n'était pas avec... Avec Baffy? Non, je rigole. Avec Laurent Baffy. Oui. Avec Laurent Baffy, non. C'était un couple. Ils ont travaillé C'était ensemble. un couple. Mais non, oh là là, vous allez Il dit n'importe quoi, je vous peux dire pareil. lancer des rumeurs horribles. Non, personne n'a jamais dit ça. Oui. Pourquoi? Il est bien Buffy. Oui. Alors, pour clore cette première séquence, est-ce que vous aimeriez qu'on dise, comme on a dit que Bonnard, c'était le peintre du bonheur, Dave, c'est le chanteur du bonheur? C'est un peu exagéré. Disons que moi, j'ai toujours dit, je ne sais pas comment j'ai trouvé cette formule, mais il y a longtemps que je m'en sers, et je pense qu'il est de moi, que l'artiste, que ça peut être un acteur, ça peut être un chanteur, ça peut être un peintre, c'est 4 lettres, E, F, G, H. E, émotion, F, folie, G, générosité, et H, humour. Quand on a ces 4 choses, on peut faire un joli film, un beau spectacle, un beau tour de chant, comme on ne dit plus. C'est plutôt un mot de l'époque de Juliette Gréco. Mais je pense que quand j'ai chanté une chanson que Patrick Loiseau a écrite au moment que ma mère est décédée, qui s'appelle... merde, j'ai une trou de mémoire pour le titre de la chanson. Je sens que dans la salle, parce que mon public a quand même un certain âge aussi, ils savent ce que c'est de perdre quelqu'un. Oui. Et ce n'est pas des moments de bonheur. Mais après, je peux sauter de joie, de bonheur dans une autre chanson. Donc il faut de tout. Il faut vraiment de tout quand on fait de la scène. J'adore faire de la scène pour ça. En fait, les 2 choses que je peux faire de ma vie, c'est de ne pas faire de la scène et d'autre part me coucher à côté de mon bien-aimé. Mais ce n'est pas payé du tout. C'est pas payé? C'est pas payé. Ah oui, parce qu'il faut que ce soit rémunéré. Ça aurait été chez encore vous. mieux si c'était rémunéré. Mais évidemment, oui. on ne paye pas. Ah oui. Vous aimez l'argent? L'argent est une des manières de pouvoir dire merde, tout simplement. Le nerf de la guerre. Je n'ai pas dit de nerf, j'ai dit merde, mais bon, c'est pas loin. Bon alors, on va enchaîner sur l'interview noir sur blanc pour aller voir un peu votre noirceur. La noirceur qui est en vous. Mais elle est tellement évidente dans mon Si- corps. Vous voulez que je prenne un truc, donc? Non, Dave, Ah. si votre ombre pouvait parler, que dirait-elle de vous, votre ombre? Les ombres, ça ne parle pas, donc je risque rien. Hein. Quoi? Pardon? Les ombres, ça ne parle pas. Non, mais vous n'entendez pas murmurer quelque chose? Non, mais il y a des choses, parfois je me veille un peu trop tôt le matin grâce à ma chaîne qui me donne du bonheur. Mais après, je pense à des choses où je ne suis pas fier de moi. Je C'est-à-dire? n'en parlerai pas. Ah non, ça c'est secret. C'est bon, c'est pas un jardin, c'est un parc. C'est un parc secret. C'est un parc secret. Ah oui, je ne vends pas parce qu'il ne va pas. Tellement il y a des choses dont vous n'êtes pas fier. Bah, évidemment, ouais. Ça, Mais- ça vous ennuie, en fait Ah ben Oh. j'aimerais être parfait. Disons que quand on a des exemples, ne serait-ce que dans la littérature, par exemple, un de mes écrivains à l'époque, je ne lis plus beaucoup ce livre-là, Oui. c'est des frères Karamazov de Dostoïevski et Alyosha Alyosha Karamazov. ouais, vous- C'est évidemment quelqu'un de merveilleux. Ouais. Jésus, que je n'ai pas connu, mais il m'a l'air la bonté personnifiée. Donc j'aimerais être bon, mais je ne suis pas toujours bon. J'aimerais bien être bon. Mais par exemple, je ne veux pas tuer un insecte. Il ne faut pas qu'il m'agresse non plus. C'est-à-dire que je peux aller tuer les guêpes parce que ça me fait peur pour ma chaîne plus que pour moi. Mais a priori, je prendrais un insecte et je le mettrais dehors pour ne pas le tuer. Je ne veux pas tuer qui que ce soit. Il y a un épisode de votre vie que vous aimeriez gommer? Je ne crois pas. Il y a évidemment des périodes que je regrette. Je veux dire, je me souviens quand j'étais guide sur le bateau-mouche après avoir interrompu mes études. Et
pour pouvoir partir, je suis devenu guide sur les bateaux-mouches d'Amsterdam parce que j'ai la chance de parler plusieurs langues. Et un jour, il y a un jeune homme qui est arrivé et qui parle malheureusement pour lui que 3 langues, en plus du néerlandais. Et il en faut parler 5, il faut une langue de plus, à mon cas c'est l'italien. Et le chef guide, heureusement, était homo. Et je lui dis, non, ne fais pas partir, il est trop beau. Parce que j'étais tombé amoureux de lui, mais il n'était pas du tout comme ça. Mais on est partis ensemble et c'est des moments de bonheur. Je me souviens, on est parti avec un bateau qui avait un fond plat qui nous a permis d'aller vers la Méditerranée par les voies fluviales. C'est des moments exceptionnels que je ne regrette pas, je les ai vécus. Mais il y a des moments comme ça qui sont fous. Vous vous êtes déjà demandé comment les cycles lunaires pouvaient concrètement transformer votre vie ? Découvrez une méthode révolutionnaire qui va au-delà de l'astrologie traditionnelle. Dans cette masterclass gratuite, Johan Roche vous dévoile son approche centrée sur l'influence de la Lune, permettant d'appliquer l'astrologie de façon vibratoire et émotionnelle dans votre quotidien. Plus qu'une simple masterclass, c'est une approche pédagogique innovante qui rend l'astrologie enfin accessible à tous. Ne manquez pas cette opportunité unique de maîtriser un outil puissant pour forger votre destin. Cliquez maintenant en haut à droite de l'écran ou sur le lien en description pour réserver votre place. Votre amour de la mer, la passion pour la mer, MER, elle vient du grand-père, c'est ça? Je ne pense pas, parce que du côté de ma grand-mère et de mon grand-père, les parents de ma mère, il y avait en effet des mariniers, c'est-à-dire que ceux qui faisaient la navigation sur les fleuves, les rivières et les canaux. Mais je ne pense pas que ça vienne là. Je ne sais pas d'où ça vient. Parce qu'en même temps, la mer me faisait peur aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup d'accidents aussi du côté de la côte néerlandaise. Mais en même temps, c'est vrai que l'eau est une grande importance dans ma vie. J'aime l'eau, c'est vrai. Et alors, vous évoquiez ce garçon là, sur le bateau-mouche, etc. Quand vous avez avoué votre homosexualité à vos parents, pour qui ça a été le plus difficile? Pour Déjà, vous, le mot est mal eux choisi parce qu'il n'y a rien à avouer. C'est juste une différence. C'est comme si vous avez des cheveux, que vous êtes rouquin, vous n'allez pas avouer que je suis rouquin. C'est juste une différence. Non, mais quand vous leur avez dit, est-ce que... comment ça a été le plus difficile pour qui? Non, ce n'était pas difficile pour moi. C'est-à-dire que moi, je me souviens, parce que c'est vraiment, ça m'avait frappé dans le bon sens du terme par mon père, quand il m'a dit, quand je lui ai expliqué que que je venais que je montais aux Pays-Bas, parce que j'étais déjà en France, avec quelqu'un qui s'appelait William, dont je me souviens encore, je ne sais pas s'il vit encore d'ailleurs, et il m'a dit, ah, oui, ça me fait plaisir que tu viennes me voir, mais je ne vois pas dans ma chambre d'amis un couple de garçons. Je dis, mais c'est pas grave, papa, au revoir, mais tu ne me verras pas. 10 minutes après, il m'a rappelé pour me dire, excuse-moi, évidemment, si tu veux dormir, tu peux dormir. Ouais, donc c'était cool de sa part. Ah oui, c'était cool. Mais ma mère était danseuse classique. Oui, alors... Donc ses copains à elle, c'était très souvent homo, quoi. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de danseurs qui sont au bi, ou en tout cas homo, souvent. Et donc, ils le connaissaient. Mais je comprends pour un père de voir que son fils ou sa fille est homosexuelle, ça leur fait probablement peur, parce que ce n'est pas toujours accepté par tout le monde. Ça peut leur donner des difficultés dans la vie quotidienne de quelqu'un. Même si aujourd'hui, ça passe peut-être mieux qu'avant, et encore, ça dépend dans quel pays. Et encore, et puis dans des familles, parfois, des jeunes n'arrivent pas à communiquer avec leurs parents sur ce sujet. On les fout dehors parfois. Puis c'est carrément... C'est totalement interdit par la loi dans certains pays. Donc. Et qu'est-ce que vous diriez justement à un jeune qui n'arrive pas à se confier à ses parents, à dire que finalement... Je ne sais pas si j'ai le courage de donner des conseils à qui que ce soit à cet égard. Mais vous avez quand même vécu et vous avez une parole qui est audible. Qu'est-ce que vous diriez Parce qu'il y a des jeunes qui souffrent quand même. Ça se passe quand même beaucoup mieux dans un pays comme la France. Oui. Parce que je suis quand même en France depuis 60 ans. J'ai vécu plus de pays en France qu'aux Pays-Bas maintenant. Oui. Mais aux Pays-Bas, déjà, à l'époque, il y avait une émission qui s'appelait 60 minutes pour les sexagénaires. Et donc, après, j'ai proposé qu'on fasse 60 minutes pour les homosexuels, parce qu'ils sont aussi nombreux que les sexagénaires. Ça n'a jamais marché, mais... Non, c'est-à-dire que je comprends, la différence, c'est toujours... Moi, je me souviens, mes parents, à cause de mon frère aîné qui était asthmatique, on a déménagé à 30 km d'Amsterdam, et on avait 10 poules. Et un jour, il y a une des 10 poules qui a perdu ses plumes. Il a perdu ses plumes. Oui, donc il avait une maladie qui fait qu'il a perdu ses plumes. Et les 9 autres l'ont assassiné. Ah. Pourquoi? Mon Dieu, parce qu'il était différent. La différence n'est pas toujours facile à vivre. Donc si tu es dans un milieu, on va dire, simple, où l'homosexualité est encore vue comme une grave maladie, c'est pas facile à avouer ça.
Quand on a de la chance de vivre dans un milieu intellectuel où c'est mieux compris, ou comme moi, dans une famille d'artistes, ça passe mieux. Donc ça peut être encore très, très compliqué. Mais cependant, aujourd'hui, en France, la parole homophobe est devenue de plus en plus assumée. Le mot homophobe, je ne sais pas. Le mot antisémite, ça c'est certain. Mais le mot homophobe, je ne sais pas. Parce que homophile, je préfère. Hein. Oui, mais les actes anti-LGBT+, Oui. sont en augmentation. Ah oui, ça va. Si on regarde les chiffres officiels, Oui, les données officielles. Là, pour un artiste, c'est beaucoup plus simple parce que les gens vont vous citer Mariano, ils vont vous citer Charles Trenet, des chanteurs connus pour leur homosexualité, ou Jean Marais, ou même un Cocteau. Mais c'est vrai que dans les milieux un peu plus simples, et pas autant moins intelligents, et ils n'ont pas encore tous appris que c'était la faute de personne, quoi. C'est-à-dire que moi, j'avais 2 frères et une sœur, et il n'y a que moi qui est devenu plus ou moins homosexuel. Donc, ça n'a rien avec l'éducation, ni là où vous êtes né. C'est probablement quelque chose de différent qui est en vous, quoi. Vous êtes interrogé là-dessus? Évidemment, au début, on s'interroge, oui. Oui, au début. Après, Et vous avez compris? Maintenant, vous avez compris? Le comment et le pourquoi, je ne pense pas qu'il y a quelque chose à comprendre, quoi. Il y a des enfants qui sont très agressifs, d'autres sont très pacifiques. Il y a des enfants qui sont rouquins et d'autres enfants qui ont des problèmes pour parler, qui ne savent pas écrire. Il y a des gens qui font de la main gauche, d'autres de la main droite. Je ne suis ni médecin ni sociologue. Donc, qu'est-ce que vous diriez à un jeune, alors, finalement, qui a peur de parler à ses parents? Oh, je ne suis pas là pour donner des conseils, mais peur de parler à ses parents, si en effet il y a des parents dont il sait qu'ils auront du mal à la comprendre, et il y a des parents qui les mettent dehors, carrément, ça existe encore, ça. Et donc, je dirais, mais, attends que tu sois majeur, tire-toi. Regardez sa vie dans le rétroviseur, ça fait mal? J'espère que non, mais ça dépend ce qu'il y a à voir. Vous voyez, si on a vraiment beaucoup de choses qui sont très, très graves à tout point de vue. Mais vous, par exemple. Ça va. Mais quand vous parliez de cafards, parfois le matin, vous vous réveillez, vous dites... Oui, mais s'il n'y a pas de vraie raison. C'est quoi les coups de cafard? Je pense que c'est probablement psychosomatique, c'est-à-dire que ça peut être des petites douleurs, ça peut être le fait que de sachez... Par exemple, quand on est un chanteur de 82 ans, et quand on va arriver, les chanteurs qui en ont entre 25 et 40, mais vous êtes déjà obligé de baisser vos prix. Parce qu'il y a plus de demandes pour chanter. De baisser vos prix? Bien évidemment. Donc, ça peut vous donner le cafard. C'est-à-dire qu'une municipalité qui va engager un chanteur, il va plutôt prendre aujourd'hui, je veux dire au hasard, parce que je l'aime bien, Vianney, que Dave. Vianney, ça peut être encore, je ne suis pas sûr, mais... Disons qu'il a des clients on va dire de 6 à 66. Oui. Moi, c'est plutôt de 46 à 66. Et donc, du coup, on vous baisse le cachet? Non, de bien obligé. C'est pas moi qui m'occupe de mes cachets. Hein. Non, mais vous avez mis le doigt là-dessus, sur cette question. Parce que les chanteurs, c'est un marchandise comme n'importe quelle autre marchandise. C'est une question d'offre et de demande. Plus il y a de demandes, plus vous pouvez montrer vos prix. Donc si aujourd'hui, disons que il faut mieux engager Christophe Maé, qui en plus chante très très bien, qui est très bien sur scène, je ne l'ai jamais vu, mais il paraît qu'il est formidable sur scène, qu'un chanteur de 82 ans. Donc il va être plus cher que moi, c'est normal. Donc ça vous blesse, ça vous... Non, ça ne me blesse pas du tout. C'est dans l'ordre des choses. Ben, ça m'emmerde, mais c'est dans l'ordre des choses quand même. Oui. Il chante bien, et plus il bouge bien. L'argent, c'est important pour vous. Hein? Ah ben, ma formule pour l'argent, c'est pour avoir de l'argent. Si on a de l'argent, on peut dire merde. C'est pas très fin, mais c'est une expression qui dit bien ce qu'elle veut dire. Moi qui parlais d'élégance dans l'introduction. Vous savez, Apollinaire disait souvent des gros mots, hein, et peut-être un grand écrivain. Et vous savez, Gainsbourg disait, son expression favorite, c'était « merde, con, chier, pas moyen, ferré, cheval ». C'est exactement, très joli. Alors, Général de Gaulle, il disait « la vieillesse est un naufrage ». Oh, c'est bien vu. Vous le dites le matin, le midi, le soir? Disons qu'on sent que certaines choses marchent moins bien qu'avant, mais disons que je viens de téléphoner juste avant qu'on rentre ensemble dans ce studio merveilleuse, et j'ai eu mon petit frère au téléphone. Oui. Mon petit frère, il a donc 2 ans de moins que moi,
Donc il va avoir 80 ans. Oui. Donc il n'est pas jeune. Il était obligé de se faire opérer une partie de sa jambe, je crois que c'est les chevilles. Et c'est un problème, il y a des choses qui arrivent quand on est plus vieux. Oui. Et les hommes ont des problèmes, les femmes ont des problèmes physiques dont on ne va pas parler parce que je suis très élégant et bien élevé. Les femmes, tout le monde, c'est pas un gros mot, la ménopause. C'est par exemple un exemple pour les femmes. Mais les hommes, c'est plus grave, il doit faire pipi toute la nuit. Donc, c'est pas très agréable non plus. Moi, ça va, hein, une fois. Vous, ça va? Une fois. Ah, une fois par nuit? On prend notre chambre d'hôtel ensemble, je vous le... On va tout savoir. Vous parliez de Cocteau tout à l'heure. Ouais. Vous savez ce que disait Cocteau? Les miroirs feraient bien de réfléchir un peu avant de renvoyer les images. C'est fort, je connaissais la phrase, mais c'est beau. Oui. Vous les évitez maintenant, les miroirs? Non. 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 Enfin, vous portez beau. Non, hein. mais je veux dire que je comprends très bien les femmes et les hommes qui se font refaire une partie de leur visage parce qu'ils trouvent que ça marque trop. Ils ont parfois des excuses, on va dire, professionnelles. Mais j'adore regarder Simone Signoret et je peux regarder Jeanne Moreau aussi. Donc, Oui. Et Dave, quand vous avez perdu, quand votre émission a été supprimée sur France 3 du côté de chez Dave, sous la présidence Delphine Ernotte, vous vous êtes dit qu'on poussait le vieux de 72 ans dehors? Je pense que c'était une erreur qui a été suivie d'ailleurs par l'absence totale des émissions de variété, surtout le dimanche, mais pas que le dimanche. Il n'y a plus d'émissions de variété. Il y a le disque est un objet obsolète. On ne vend plus de disques. Non. Moi, dans mes grands moments, dans les années 70, je vendais jusqu'à 40 000 disques par jour. Aujourd'hui, le disque d'or, c'est 50 000 disques. Ouais. Donc, tout ça a totalement changé. Je comprends qu'elle ait eu cette erreur, qui n'est peut-être pas une erreur d'ailleurs, c'est un peu purement sociologique, mais c'est vrai que la variété dans le pays, globalement dans tous les pays européens, et même les États-Unis, dans le monde occidental, il n'y en a plus. Oui. Il y a évidemment des stations qui ne montrent plus que des clips, mais des émissions de variété à l'ancienne, il n'y en a plus. Ouais. Donc, parce que quand Delphine Ernotte est arrivée à la présidence de France Télévisions, elle a eu cette phrase disant qu'il y avait trop d'hommes de plus de 50 ans, trop d'hommes blancs et de plus de 50 ans. Oui, c'était bien vu. Ouais. C'était bien vu? Non, Donc, je dis pas que c'est une constatation, qu'elle avait tort ou raison, c'est notre problème. C'est-à-dire qu'il y a... Personne, pour le moment, envisage la chaîne n'envisage pas de se débarrasser de Michel Drucker, qui est évidemment pas un jeune homme. c'est l'exception. Michel Drucker, qui est resté. confirme la règle. Mais disons que je comprends très bien qu'on est obligé de réfléchir quand on est à la tête d'une chaîne de télé. Vous n'avez pas une dent contre la présidente de France Télé comme Patrick Sébastien, qui a été aussi dégagé du service public. Oui, c'est vrai. Non, ils ont le droit. Errare humanum est, on dit en latin. Il est humain de se tromper. Dans l'actualité, aujourd'hui, on parle beaucoup d'un chanteur, Patrick Bruel, d'une immense star, qui est visé par une trentaine de plaintes de femmes l'accusant de viol, d'agression sexuelle. Comment vous réagissez? C'est-à-dire qu'il faut faire la distinction entre un violeur, évidemment, qui n'est pas, et quelqu'un qui pense peut-être qu'elles font semblant de vouloir refuser, qu'elles veulent peut-être... Et je trompe, évidemment. Mais je ne pense pas qu'il a fait quoi que ce soit par la force inacceptable. Ça, j'ai du mal à me Il y a le témoignage de l'animatrice Flavie Flamand. Oui, mais il faudra voir ça donne pour moi. Qui... Rien n'est tout seul là-dedans. C'est sûr qu'il y a des trucs qui peuvent vous choquer. Ça m'est arrivé, moi, d'une fois de me trouver dans le lit avec une fille qui avait des phénomènes très clairs contre les femmes quand elles sont excitées et qui pourtant m'a dit « Oui, mais c'est pas ma tête qui a envie. » Donc, je connais ça aussi. Mais... Le viol est évidemment quelque chose de totalement inacceptable dans toutes les situations. Mais ça fait quand même beaucoup de témoignages de jeunes femmes, de femmes qui ont été peut-être agressées. Vous savez, je ne veux pas donner des noms, mais je connais... Sexuellement par Patrick Bruel. Oui. Ça fait quand même beaucoup, non? Est-ce qu'on doit remettre pour autant aussi leurs témoignages en question? Non, ça c'est au droit de décider. Ce n'est pas un chanteur de Veritas qui va vous dire ce qu'il faut faire. Mais il est évident que je connais de près des gens qui ont été, dont on a dit qu'ils avaient abusé
des enfants mineurs, par exemple. Et puis, il s'est trouvé devant le tribunal et il s'est rendu compte que d'une part, la mère qui avait porté plainte avait été virée par la même personne qu'elle accusait. Donc, il y avait une raison évidente de cet éventuel mensonge. Mais ce n'était pas un procès, donc c'est juste des histoires que je connais. Mais on ne peut pas... J'ai du mal à imaginer que je connais Bruel depuis tellement longtemps qu'il pense qu'il est très beau et que personne ne peut le refuser. C'est possible, mais je ne le connais pas assez bien. Parce que c'est Lio qui a dit c'était connu dans le métier depuis très longtemps. Que oui, Patrick mais Bruel... Lio, je l'ai vu déclarer il n'y a pas très longtemps encore qu'elle n'avait plus envie de faire l'amour. C'est son droit le plus strict. Hein. Mais là, vous changez de sujet. Le gouvernement aujourd'hui appelle les victimes d'agressions sexuelles à témoigner, même des dizaines d'années après. C'est une bonne chose? C'est pas faut être sociologue pour le savoir. Vous ne voulez pas répondre? Vous ne dites pas oui, c'est une bonne chose quand une fille a été abusée sexuellement? Pour répondre, on croit savoir quelque chose qui est vraiment du ressort des sociologues, c'est difficile. Ça a l'air en très très juste. Mais il faudrait, après que la personne soit étudiée par des psychiatres, je ne dis pas psychologue, par des psychiatres, pour savoir si la trace qu'elle pense avoir, le traumatisme qu'elle a subi a vraiment existé, ou si elle ment, ou si elle leurre. Il y a tellement de possibilités. Les êtres humains ne sont pas très clairs. Mais Dave, est-ce que vous ne pensez pas que c'est aussi parce qu'il a un statut de star, Patrick Bruel, qu'il a été adoré par les Français, qu'aujourd'hui on se dit c'est pas possible qu'il ait pu violer, agresser... Depuis ce qui est arrivé à l'abbé Pierre, on peut mettre tout en doute. Hein. Plus personne ne peut faire une fédération pour essayer d'excuser l'abbé Pierre, dont il paraît-il prouvé qu'il avait abusé de beaucoup de jeunes gens de tous les sexes. Enfin, il n'y en a que 2. Oui. Donc tout est possible. Moi, la seule chose, j'ai entendu Catherine Deneuve parler de ça de manière assez intelligente aussi. Oui. Elle trouve qu'il y a un petit peu trop de cas tout d'un coup. Catherine Deneuve, elle donc, par rapport au mouvement #MeToo, elle dit qu'il y a des dérives, certaines dérives qu'elle critique. Oui. Moi, je pense toujours à des gens qui ont trouvé la femme ou l'homme de leur vie au bureau, dans l'usine, là où ils travaillent, qui aujourd'hui auraient du mal à trouver la personne parce que la personne ne va pas oser par peur qu'on va l'arrêter. Oui, ça n'a rien à voir. C'est ça à voir. Entre se retrouver dans un lieu et avoir une main aux fesses avec une tentative de viol, on ne peut pas comparer les mêmes choses. Non, mais je pense que le violeur, il faut sûrement le punir. C'est dit, il n'y a aucune autre chose qui est le viol. Parce qu'il y a violence. Ou agression ou violence sexuelle. Oui, absolument. Oui. Mais il faut savoir si... Bruel a dû plaire à tellement de filles qui ont tout fait pour éventuellement se trouver avec lui dans un endroit un petit peu plus intime, qu'on ne sait pas lesquelles étaient de celles-là et d'autres qui n'étaient pas de celles-là. Même pour lui, ça ne va pas toujours être facile. Je ne défends pas spécialement Bruel. Oui. Hein. Enfin... Non, je ne le défends pas. De toute façon, il y a la présomption d'innocence de toute manière. Nous sommes d'accord là-dessus. D'accord. Mais ce n'est pas pour ça que je le défends. J'ai l'impression, en le connaissant depuis fort longtemps, bien avant qu'il soit connu d'ailleurs, que j'ai du mal à m'imaginer qu'il abuse. Mais j'ai du mal, mais ce n'est pas impossible, évidemment. Il faudra vraiment savoir tout, et on ne sait pas tout. Que la justice fasse son travail. Oui, c'est un peu facile. Je ne fuis pas devant cette éventualité. Hein. Tout est possible. Je ne connais pas de violeur personnellement. Et là, ça va quand même très loin, puisqu'il y a des collectifs féministes qui demandent l'annulation de ces concerts à partir de juillet, qui vont commencer. Oui, je crois qu'il y en a 58 qui sont annoncés. Là, ça vous... Comment vous vous dites, ça va trop loin? Pas du tout. Ça, c'est vraiment... Ce n'est plus l'être humain que je suis qui peut répondre à ce genre de questions. Parce que c'est purement technique, c'est politique, c'est sociologique. Et c'est des choses que je peux penser, mais que je ne peux pas dire. Il y a des choses qu'on peut penser et pas dire. Hein. Il y en a. Oui, il y a des choses qu'on peut penser et pas dire. Moi, mais vous êtes circonspect quand même. Hein, oui, moi j'ai déjà été... J'étais voir un éditeur, j'avais genre 18 ans, un éditeur, parce que j'écrivais des chansons, et qui m'a invité chez lui, et j'ai fini avec sa main dans mon pantalon. Et je ne voulais pas du tout ça. Et donc, comment vous avez réagi? Je trouve ça pas mauvais. Je suis désolé. Hein. Non, mais sur le... Oui, je trouve ça plutôt Alors agréable. moi, j'ai lu dans une interview que vous avez donnée, vous avez dit que vous n'aviez pas trouvé ça, vous étiez défendu.
En disant, Ah bah. si on peut se défendre, si on veut se défendre, on arrive à se défendre et que vous vous étiez défendu. C'est pas Vous toujours réécrivez sûr. pas un peu l'histoire, Dave? Non, je peux raconter plein de choses. Hein, Oui. Mais Eh. je me souvenais pas de l'avoir déjà raconté. Ben, comme j'ai des problèmes de mémoire immédiate depuis ma chute, mais j'ai toutes les excuses. C'est des excuses. La mémoire. Oui. Je voudrais aussi attirer votre attention sur un sujet qui est débattu aujourd'hui en France, c'est sur l'aide à mourir. Est-ce que si tout à coup vous étiez atteint d'une maladie incurable, vous auriez recours à l'aide à mourir? Votre maman avait eu recours à l'euthanasie, n'est-ce pas? Il y a longtemps que j'étais autorisé aux Pays-Bas. Oui. Aujourd'hui, c'est en discussion en France. L'Assemblée nationale a voté le texte, le Sénat le bloque. Comment vous êtes pour une aide à mourir si toutefois vous vous retrouviez dans un état J'ai lu pas horrible. mal, évidemment, après l'euthanasie de ma maman, j'ai lu pas mal de livres sur ce sujet. Et ce que j'en ai retenu globalement, c'est vraiment au cas par cas, quoi. Même aux Pays-Bas, il y a des gens qui regrettent la facilité avec laquelle c'est possible. Il y a des exemples qu'on peut comprendre, des gens dont la famille est partie, on va dire que tu habites à Paris et ta famille est partie au Canada ou n'importe où, et qui reviennent parce que maman va mourir, et puis quand elles reviennent, maman va tout un coup mieux. Au bout de certain temps, on va dire, bon, elle va mourir, elle va pas mourir de celle-là. Donc, dans le cas de ma mère, j'étais là. Donc, quand ma mère m'a dit à un moment, dans la chambre d'hôpital où elle était, en me montrant le ciel, en disant, regarde comme c'est beau, et que je lui dis, maman, pourquoi tu dis que tu veux mourir quand tu veux encore voir la beauté du ciel? Beauté du ciel, oui. Et elle m'a dit, mais ça va, j'en ai marre. Donc, elle en a eu marre, donc elle est partie. Et quand le médecin est venu, elle a tapé sur les joues, elle a dit, allons-y, monsieur. Donc, elle était vraiment d'accord avec ça. Mais c'est pas toujours comme ça. C'est pas toujours aussi simple que ça, je m'imagine. A priori, moi, je dirais que je serais pour l'euthanasie. Maintenant, moi, je me souviens très bien, je crois que c'était aux Pays-Bas, mais c'était peut-être en France, il y avait 2 tétraplégiques. Un voulait mourir et l'autre voulait vivre. Et c'était tétraplégiques tous les 2. Mais en même temps que pour les catholiques, pour ceux qui sont catholiques, la vie est un don de Dieu. Donc évidemment, ils sont contre l'aide à mourir, Ouais, etc. mais vous savez, et chez les protestants, il y a des exceptions qui sont faites. Chez les catholiques aussi. C'est tellement personnel, vous savez. Mais vous pourriez avoir recours... C'est difficile à dire parce que je ne suis pas devant cette situation pour le moment. Je vois juste comment, dans mes souvenirs, puisque j'ai 82 ans, j'ai vu pas mal de gens mourir, hélas, autour de moi. J'en ai vu mourir avec une grande angoisse dans le regard et j'en ai vu mourir avec le sourire, dans ma mère. Donc, je ne sais pas, moi, si je ferais partie de ceux qui ont le sourire ou comme ma petite sœur, enfin, ma petite sœur, elle avait 1 an et demi plus que moi, mais qui est morte, avait angoissé. Donc, c'est trop personnel. On ne peut pas juger tout ça. Mais vous dites, vous espérez quand même que cette loi soit votée, passe en France sur l'aide à mourir. Vous dites que ce serait quand même une bonne chose? Intellectuellement, je suis certain, oui, mais sentimentalement, je n'en sais rien. Alors, je vais vous tendre ce domino, Dave, et vous allez me dire si vous êtes plus attiré par les chiffres pairs ou impairs. A priori, je pense que quelque part, on est attiré, je ne sais pas exactement pourquoi, par des chiffres pairs. Pairs. Parce qu'on vit à 2, parce que le couple est important, etc. L'impair a quelque chose d'injuste, de non prévu par Dieu s'il existe, etc. Donc, je serai plutôt pour les chiffres pairs. D'accord. Alors, je suis né en 1944, donc... Oui, c'est en déjà plus pair. le 4 mai 1944. 4-5-44, oui. Ouais. Alors, chiffre 2, chiffre 2, je vais vous interroger. Dans votre dernier album, sorti donc en 2019, Souviens-toi d'aimer, une de vos chansons a pour titre « Deux moitiés d'une même orange ». D'ailleurs, une jolie chanson. Dans un couple, est-ce qu'on finit vraiment par devenir deux moitiés d'un fruit, d'un même fruit? Oh, c'est un peu exagéré. C'est d'ailleurs un livre, je ne sais plus exactement qui a écrit le livre. Je crois que c'est Jean-Louis Bory, mais je ne suis pas sûr. C'est un titre de livre et je trouve ça très joli. En tout cas, dans le cas de mon couple à moi, si je peux m'exprimer ainsi, c'est certain que nous sommes une entité moléculaire. J'ai surtout vécu ça au moment où ma mère, justement, m'a dit qu'elle était... malheureusement, elle avait un cancer et j'étais dans une chambre d'hôpital et je l'ai pris dans mes bras. Oui.
Et ça se fait pas beaucoup aux Pays-Bas. Je n'aime pas, genre, je prends pas dans les bras. Ouais. Et, oui. Et j'ai senti, tout en subissant cette horreur d'une annonce d'un cancer, le bien-être que ça me provoquait d'être avec ma... Il y avait quelque chose qui m'a fait penser à Patrick Loiseau et moi. Comme si, quand on trouve le moitié de l'orange, comme disait la chanson, c'est quelqu'un qui moléculairement fait que vous êtes enfin complet, quoi. Qui vous manque quelque chose. Maintenant, je connais des gens autour de moi qui vivent seuls et qui sont très heureux de pouvoir dormir diagonalement dans leur lit, sans se bouger pour le partenaire. Mais je pense que moi, je me souviens que j'avais envie de parler à quelqu'un, comme je disais, regarde comme c'est beau. Donc, il faut avoir de très bonnes amies et pourquoi pas coucher avec. Mais dans une vie, qu'est-ce qui compte le plus finalement? C'est trouver sa moitié ou est-ce que c'est réussir de vivre en harmonie avec soi-même? Ça dépend vraiment de la personne. Donc, il y a vraiment... Mais pour vous, c'était... Ah, moi, c'est vie de couple. Vie de couple, c'est moi, là... j'ai vu le chagrin de ma mère quand elle s'est rendue compte que mon père la trompait et que finalement, il s'est mis avec cette femme avec laquelle il a trompé. C'était une jeune fille, presque. Non, elle était beaucoup plus jeune que mon père, mais elle était née en 1940 et mon père est né en 1906. Donc, il y avait des différences de 35-36 ans, mais il y a des couples comme ça qui existent. J'ai cru comprendre, ça, vous racontiez cela aussi. C'était la bonne de la maison, c'est ça? Elle avait 14 ans? Non, pas à ce moment-là, quand même. Non, mais elle est rentrée à 14 ans. C'est pour ça que c'était dur pour ma mère, parce que finalement, elle était bien plus, elle avait au moins 10 ans de plus quand elle est devenue le partenaire sexuel de mon père. Mais ma mère était malheureuse, non seulement parce qu'elle s'est rendue compte qu'on la trompait, mais en plus on la trompait avec quelqu'un qu'elle considérait un peu comme sa fille. Parce que la fille en question, la femme en question, n'avait plus de mère. Donc mon père... C'était la femme de ménage, hein, mais elle s'en occupait comme si c'était sa fille. Donc c'était plus dur encore à la supporter. Et vous, comment vous supportiez vous le saviez? Je l'ai su un jour en tombant sur des lettres d'elle, que c'était vrai. Parce que ma mère m'avait engueulé en disant « Arrête de dire que ton père me trompe puisque tu n'as pas de preuves. » Et là, j'en avais. Et là, il est tombé de son piédestal, votre papa? Le moment même où je lui ai envoyé les lettres dans la gueule, les lettres dans lesquelles il y avait un échange assez précis, disons qu'il est devenu beaucoup plus petit tout d'un coup. Et pour le punir, je lui ai pris sa voiture le soir même. Je n'avais même pas mon permis. Je dit, je peux tout faire parce que c'est de lui le truc. Et il avait une belle voiture? Non, il était prof d'anglais. Il avait un Morris Minor, une petite voiture. Oui. Je me souviendrai toujours d'avoir fait ça. Je ne l'ai fait qu'une fois. Alors, chiffre 4, excepté votre âge, qu'est-ce qu'il évoque pour vous finalement? Le 4, quand vous l'entendez? Pas grand-chose. Mais les 4 points cardinaux Non, pas grand-chose. Je ne suis pas très chiffre. Sinon votre... Je suis plus lettres que chiffres. Le 6, le chiffre 6, depuis 1966, cela fait donc 6 décennies de carrière. Laquelle vous aimeriez revivre et celle que vous aimeriez supprimer? Et vous savez que pour le beatnik que je suis d'origine sur le plan philosophique, parce qu'à cette époque-là, on était très branchés, Jack Kerouac, qui était un écrivain beatnik américain, etc. S'il y a bien un gros mot pour un beatnik, c'est le mot carrière. Donc, je voulais vivre en chantant, ce que je trouverais en soi assez exceptionnel. Il y avait même une forme de fierté un peu exagérée, sûrement, que je pouvais vivre avec mes cordes vocales, ça me semblait extraordinaire. Mais je ne voulais pas devenir connu, je voulais juste vivre en chantant. Donc, quand je chantais dans le port de Saint-Tropez, j'ai fait tous les ans à Saint-Tropez en pèlerinage un peu, parce que c'est là où je commençais à me rendre compte que je pouvais gagner de l'argent en chantant. C'est pas Saint-Jacques-de-Compostelle. Voilà, j'y étais encore, pour mon anniversaire, je suis allé le fêter à Saint-Tropez. Et parce que là, j'ai gagné plein d'argent et c'est net d'impôts, parce que ça va directement dans la poche, donc c'est très agréable. Vous avez le goût de l'argent, hein, quand même. Hein. Ça revient, hein, l'argent chez vous. C'est vrai. Hein? C'est juste. Depuis qu'on a commencé ces entretiens. Je ne veux pas faire une déclaration antisémite, mais c'est vrai. Comment? Non, parce qu'on dit toujours que les Juifs sont branchés argent. Mais mon père n'était pas branché argent du tout. Non, mais c'est vrai que j'ai vite compris que ça vous permet de... C'est une forme de confort d'avoir de l'argent, c'est certain. Mais je ne suis pas riche, évidemment. On ne va pas associer les Juifs à l'argent. Non, ça ne va pas. Gardons-nous de faire cela. Oui. Là, il n'y a pas de montage. Alors, le chiffre 8, lorsqu'il est couché,
il devient le signe de l'infini. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise à l'infini de Dave? Rien. Moi, quand on me demande... Il aime l'argent, il aime l'argent, il aime l'argent. Non, parce que je n'aime pas l'argent, j'aime, disons, la liberté que ça donne, mais je pense vraiment pas que... Vous allez demander à beaucoup de gens aujourd'hui qui était Jacques Martin, par exemple. Je prends quelqu'un de très connu, qui était tous les dimanches à la télé. Ils ne savent plus. Ça disparaît très vite. Et je pense qu'un chanteur aussi va disparaître très vite. On sait qu'il y a eu Brel, Brassens, Beko, Aznavour, etc., Ferrat. Mais moi, je le sais. Mais vous demandez ça à quelqu'un de 15 ans, il ne sait pas. Donc, parfois, les chansons peuvent... je veux dire, on connaît... On cite François Villon, qui a vécu il y a des siècles, mais on ne sait plus... La balade des pendus. Donc, mais alors, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise, puisque vous avez beaucoup d'humour? Qu'est-ce que vous aimeriez entendre de vous à l'infini? Non, on ne dira rien, mais je suis contente si on se Quel rend beau compte... mec? Il est toujours resté... en plus, je ne me suis jamais trouvé beau, mais je veux dire, je trouve que j'ai la chance d'avoir une bonne voix, de m'en servir bien, globalement. C'est une chance inouïe de pouvoir chanter à 82 ans, quasiment comme quand on avait 22 ans, donc ça fait 60 ans que ça dure. Il n'y a aucun problème au niveau de... Ce qu'on appelle en français le mixte, c'est la voix de femme, il est un peu moins net qu'avant. Mais il existe toujours. Mais je chante toujours à la fin de mon tour de chant, comme on ne dit plus aujourd'hui, un air d'opéra pour montrer que j'ai toujours autant de voix, que je suis ténor lyrique, wagnérien, même soyez simple, soyez modeste. Mais non, je pense que quand on meurt. Je veux dire, moi, évidemment, ça m'arrive de penser à mes parents, de regretter de ne pas les appeler juste pour dialoguer. J'appelle mes deux frères, ma sœur est morte. Ouais. Tout ça n'est pas juste, mais c'est ainsi. Vous n'auriez pas aimé avoir d'enfants? C'est un sujet auquel je ne peux pas répondre. Pourquoi? Il n'y a pas de pourquoi. J'ai dit. Qu'est-ce que j'ai dit? Le chiffre 10, on va terminer cette interview paire par le chiffre 10. Si vous deviez noter votre vie sentimentale, quelle note sur 10? Et quelle note sur 10 pour votre vie professionnelle? Écoutez, je dirais un peu, en me servant de la formule que peut-être pas en France, mais en tout cas aux Pays-Bas, que 10 c'est pour le bon Dieu, 9 c'est pour le prof, et 8 c'est pour le bon élève. Donc je mettrais 8. 8? Oui. Donc ça c'est 8 pour... C'est pas 8 sur 10, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. C'est un peu prétentieux même. Un peu. Oui. Non. Allez, on va terminer l'émission avec cette séquence hasard ou destin. Parce que finalement, dans un jeu de domino, on tire les pièces au hasard et tout s'enchaîne comme si c'était l'œuvre à la fois du destin et du hasard. Alors, question-réponse, Dave. D'ailleurs, quand vous avez écrit la chanson « Est-ce par hasard », c'était un pur hasard? C'est Patrick qui l'a écrit, c'est pas moi. Ouais. Hein. Toutes mes chansons sont de Mais à Patrick votre avis, quand il l'a écrite, Patrick Non, Loiseau... je pense que le rythme lui plaisait. C'était une chanson très, très célèbre anglo-saxonne, une fois de plus, américaine, pour être très précis, qui s'appelle « Let's Fall in Love », très connue par Johnny Matisse. « Let's fall in love, why shouldn't we fall in love ?» Et ça sonne très bien « Love », mais par hasard, ça sonnait bien aussi. C'est une chanson dans mon répertoire que j'aime bien chanter. Quand je le chante, quand je vois un peu le premier rang grâce aux lumières de derrière moi, ouais. Je vois toujours quelqu'un qui bâille et je pense qu'il se met à l'aise. Donc c'est pas parce qu'il s'ennuie. Donc je trouve ça très bien. On ne peut pas s'ennuyer en me regardant, c'est impossible. Impossible, et en écoutant, c'est évidemment, tellement joli. For sure, comme dirait le président Macron. Les artistes adorent parler du destin. Est-ce que c'est pas la meilleure façon de parler de leur ego? Vous savez, les artistes en général, que ce soit des acteurs, même que ce soit des peintres, on a tous une forme de narcissisme un petit peu exagéré souvent. Donc ça, je le comprends. Moi, dernièrement, j'ai vu beaucoup de Mika sur le net, sur Internet. C'est un artiste de scène absolument incroyable. Et donc, je ne dis pas que je suis jaloux, mais je me rends compte que heureusement que je chante mieux que lui. Mais que vous chantez mieux que lui? Ben oui, mais j'ai le droit de penser ça. Ah, vous trouvez que vous chantez mieux que Mika? C'est un scoop, ça? Évidemment. Ah mais bon, non, pas mais du pourquoi? tout. C'est pas parce que c'est pas un grand chanteur. Mais comment ça, il chante? Ah bon? Non, il chante bien.
C'est pas un grand chanteur. Je suis un grand chanteur, il chante bien. Mais la différence entre celui qui ne sait pas chanter et vous, c'est quoi alors? Ah non. Qu'est-ce que vous êtes capable de faire que Mika n'est pas capable de faire? Je peux faire d'air d'opéra qu'il peut faire. Lui, il chante tout dans le mix, dans le fausset, dans le voix de femme, que je peux moins bien faire qu'avant. Et lui, il l'a toujours. Mais il n'est pas mon âge. On verra quand il aura 90 ans, moi, il ne sera plus là. Il flanc. Mais je suis très bluffé par Mika. Ah, je l'ai vu sur scène et je le trouve très fort. Mais je ne suis pas impressionné par sa voix. Vous confirmez, vous êtes un meilleur chanteur que Mika? Non, c'est une question de goût, ça. Ah. Mais disons que moi, je suis un ténor, il n'est pas ténor. Oui. D'accord. Mais Dave, on parlait de l'ego, ma question précédente. Je viens d'en parler, enfin, vous êtes... Alors attendez, je vais être précise. Vous êtes plutôt égoïste, égocentrique ou égotiste? Le tout. Les trois. Tout les trois? Ah ben, les trois en général? Ah oui, absolument, madame. Oui, évidemment. Non, c'est-à-dire que j'arrive à ne pas être un des trois, mais je suis les trois. Mais on peut lutter quand même. Ouais. C'est un travail quotidien, là, de lutter. Oui. Hein. Ah oui. Ça fait beaucoup quand même. Hein. C'est du travail. Les 3 E. Hein. Oui, c'est du travail. Le hasard fait bien les choses quand on est connu parfois, non? Il n'y a pas tellement de hasard quand même. Il n'y a pas de hasard? Non. Mais... Non, comme je disais, le hasard c'est l'ombre de Dieu pour les musulmans. Le hasard c'est Dieu qui se promène incognito pour les catholiques, parce que je ne sais plus quel saint a dit ça. Enfin, ça a été repris après. Hein. Oui, Apolline, Einstein, Victor Hugo l'a dit. Oui, ça peut être repris. J'ai trouvé quelque part dans un dictionnaire sérieux le nom de celui qui l'a lancé au XVIe siècle. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, disons que si on est croyant, chose que je crois quand même être un petit peu, on peut croire que c'est quelque part Dieu qui se promène incognito, que c'est l'ombre de Dieu. C'est joli comme phrase, quoi qu'il en soit. Mais donc, si vous avez rencontré Patrick Loiseau, si cette vie a duré si cette vie dure depuis plus de 50 ans, Dieu y est pour quelque chose? Je ne sais pas si c'est Dieu ou si c'est des sorcières. Il y a dans, je ne sais plus quelle pièce de Shakespeare, je crois que c'est de Macbeth, où c'est des sorcières en haut qui décident de l'avenir de Macbeth. Donc, je ne pense vraiment pas qu'il y a des sorcières là-haut qui décident de nous. Je ne sais pas non plus si c'est Dieu. Et je recite pour la deuxième fois Woody Allen, si Dieu existe, j'espère qu'il a une bonne excuse, parce que c'est tellement vrai. Il y a tellement de malheur qui invite dans tellement de vies des gens que je comprends très bien qu'on a du mal à croire en Dieu. Ça, je comprends mieux, à la rigueur, les gens qui ne sont pas croyants que les gens croyants. Oui, parce qu'on peut s'interroger aussi à savoir pourquoi le destin s'acharne sur certaines personnes plutôt que sur d'autres. Enfin, pourquoi? Oui, il y a un acharnement. Mais oui, mais quand les gens tombent malades, perdent dans l'Ancien Testament, il y a Job, donc il y a déjà un exemple là-dedans. Oui. On n'en sait rien. Moi, je me rends compte que j'ai eu beaucoup de chance, et ça peut être Dieu, je n'en sais rien. Mais est-ce que on aime aussi croire au destin parce que parfois ça évite les regrets? Oui, c'est sûr. On peut être d'accord. Oui, tout à fait. Hein? Oui. On ne fait rien contre le regret, mais on peut éviter beaucoup de choses. Il m'est arrivé sur le plan sexuel d'avoir envie des gamins que je trouvais très très jolis et je me le suis interdit. On peut s'interdire des choses. Heureusement. Donc, moi, je ne pense pas être pédophile, heureusement pour moi. Oui, mais l'abbé Pierre l'était. Je suis désolé de le citer. C'est peut-être quand même quelque part un brave homme avec un immense problème sexuel. Oui. Donc, ce n'est pas mon cas, heureusement pour moi. Mais on n'est pas non plus responsable de ses défauts, mais quand même, on peut lutter quand même. Quelquefois, vous avez eu peur d'être immoral ou amoral? J'espère que non. J'espère que non. Mais vous savez, on ne passe pas sa vie à faire le point là-dessus non plus. Mais j'espère que non. Je ne suis pas sûr. On est sûr de rien. Vous n'êtes pas sûr? On est sûr de rien. Moi, je me souviendrai toujours, en sortant de ma loge avec quelqu'un avec qui je collaborais dans une émission, c'était une très jolie fille, et je l'ai tapé sur les fesses en disant « On y va ?» Elle me dit « Oh, ça va pas, non ?» Mais elle avait raison, mais elle avait tort, parce que c'était vraiment amical. Je ne voulais pas du tout en toucher son cul. Donc, c'est un mauvais exemple et c'est un bon exemple en même temps.
Elle avait un peu tort. Moi, j'avais peut-être tort de lui frapper sur les fesses, mais ce n'était pas du tout pour lui toucher. Elle était très très jeune. Elle était en tout cas plus jeune que moi. Tout le monde est plus jeune que moi. Et vous vous dites que finalement, vous évoquiez là des poètes, etc., des écrivains. Vous dites que parfois le hasard, ça devient uniquement poétique après quelques verres de vin. Parler du hasard. Il fait bien. Est-ce que dans un dîner, finalement, quand on a un peu bu du vin, c'est joli de parler du hasard? Oui, mais Plus que le vous savez, destin il y a des qui est- gens qui peuvent prendre une ligne de coke et provoquer des accidents monstrueux. Et c'est pas pour autant qu'ils sont agités complètement, quoi. Ces personnes en noir ni blanc. Donc, évidemment, il faut savoir arrêter à un moment de boire trop de vin ou d'autres alcools plus forts, évidemment. Mais il y a des choses, parfois, on y est pour rien. On peut dire que ce n'est pas de sa faute, mais tout est de sa faute. Ce qui veut dire qu'il faut être indulgent à l'égard de l'autre, parfois. Ah ben, Il faut faire preuve d'indulgence et de Évidemment. tolérance. Évidemment, mais ce n'est pas toujours facile. Oui. Non, évidemment, il faut essayer d'être indulgent. J'ai l'impression qu'en vieillissant, on devient peut-être un plus indulgent, plus gentil, mais c'est pas sûr non plus. Il y a des méchants de tout âge. Donc. Oui, des gens vieillissants Et qui pourquoi deviennent aigris, il méchants. faut faire une étude psychiatrique pour savoir pourquoi ils sont ce qu'ils sont, pourquoi ils font des horreurs qu'ils font. Quand on entend derrière moi à la radio des maîtres et maîtresses d'école primaire qui touchent aux enfants, on ne peut pas s'imaginer ça. Non. Et tout ça, ça existe. Donc l'humanité est capable de tout. Hein. Moi, je me souviens, pour prendre un autre exemple moins grave, mais quand même grave, quand j'avais 10 ans, c'était donc en gros dans les années 50, début des années 50, et que je voyais des photos des villes totalement détruites à cause de la Deuxième Guerre mondiale, et que je me suis dit, à 10-12 ans, ouf, ça le passé, ça n'arrivera plus jamais. Quand on voit aujourd'hui des photos de Kiev, ou d'ailleurs d'autres zones de notre monde, l'homme fait toujours autant de conneries graves. Donc, je suis un homme, donc je peux faire des conneries aussi. Donc, l'homme continue à faire la guerre. C'est quand même un bon exemple qui n'est pas du tout sexuel. Oui. Mais c'est Lambert Wilson que j'ai reçu ici, qui disait l'homme est capable de monstruosité, Ah oui, je connais de bien Lambert bassesse, Wilson. d'être vil, de... Ah oui, de tout. Mais lui, en même temps, il disait que l'abbé Pierre, il ne comprenait pas pourquoi on retirait le nom l'abbé Pierre des fondations. Il a Vous joué êtes- l'abbé Pierre, c'est peut-être pour ça, oui. Ouais. Oui, il l'a joué. Vous, en revanche, vous dites c'est normal qu'on retire le nom de l'abbé Pierre. Je ne dis pas que c'est normal. Je ne me suis pas vraiment penché sur les questions, sur ce cas-là. Lui, il a dû le faire parce qu'il a, évidemment, quand on a joué un personnage comme ça, moi, j'ai déjà rencontré l'abbé Pierre, mais bonsoir, monsieur, puis c'était bonsoir, j'ai même dû dire bonsoir, mon père. Mais c'est tellement étonnant qu'une des personnes les plus aimées en France est tombée de cette hauteur-là jusqu'en bas, qu'on a du mal à comprendre. Mais quand on apprend que les maîtres et les maîtresses d'école primaire touchent aux enfants, on ne comprend pas ça non plus. On est capable de tout, c'est horrible, quoi. C'est pour ça que, je vous dis, mes personnages préférés, ce sont des imparfaits, mais je sais que je ne le suis pas. J'aimerais bien l'être. Et si vous aviez un jeune en face de vous qui vous disait, mais enfin, Dave, vous me conseillez quoi? De croire au destin ou de croire au hasard? Quelle serait votre réponse? Je ne sais pas, parce qu'il y a un jeune chanteur, vous lui Oui, diriez je quoi? comprends bien. Un garçon qui a envie de devenir chanteur. Mais Et... c'est un garçon qui veut... Le seul leçon, si je peux m'exprimer ainsi, que de temps en temps, je dis aux jeunes gens qui me demandent, sachant que je fais la manche dans le restaurant, dans les crêperies, etc., je leur dis, si vous voulez faire les manches, n'allez pas dans les restaurants, faites-les dans les pizzerias et les crêperies, parce que la clientèle change plus souvent. Dans un restaurant, il n'y a que 2 services. Dans une pizza et dans une pizzeria et dans une crêperie, ça change beaucoup plus souvent. Tu vas gagner mieux ta vie. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est une vraie leçon. Ça, Très c'est une vraie simple. leçon. C'est pas un conseil sur le destin ou le hasard. Non, du tout. Vous ne dites pas croire dans ton destin. Je veux ou dire, fais est-ce que moi qui habitais à quelques centaines de mètres de celui qui est devenu mon compagnon depuis plus de 50 ans, pourquoi je ne l'ai pas rencontré plus tôt? Est-ce que c'est le hasard? Est-ce que c'est Dieu? Je ne sais rien. Il habitait vraiment dans un quartier à quelques rues de chez moi. Je ne l'ai jamais croisé parce qu'il travaille, il vendait il était vendeur dans une boutique de fringues.
Donc, on n'avait pas les mêmes horaires. Ouais. Moi, je travaillais de 7h le soir jusqu'à minuit. Lui, il travaillait de 9h à 17h. Et alors, donc, il est tombé dans votre, Et puis, un jour... dans votre piège? Il n'est pas tombé dans un piège. Un jour, une copine à lui a dit, il faut que tu viennes, je connais un endroit, il y a 2 chanteurs qui chantent vachement bien, ça va te plaire. Et ce soir-là, j'étais seul. Et je l'ai vu, il m'a vu, et on est resté ensemble, et ça fait 55 ans qu'on est ensemble. C'est des sorcières, c'est Dieu, c'est le hasard, c'est le destin. J'ai dit, non, c'est rien. Vous êtes mariés, vous? Je ne réponds pas aux questions. Bon, Dave, merci pour votre franchise. Hein. Je disais dans ma présentation que vous nous aviez toujours surpris. Je crois que vous nous avez surpris. Là, encore aujourd'hui. Je vais essayer de regarder l'émission avec Lambert, parce que j'ai connu Lambert quand il avait 17 ans. Voilà, oui. On jouait dans Ubu-Roi ensemble. Son père jouait le père Ubu. Anna Pructal, la mère Ubu. Moi, j'ai joué le roi Bougrela au Festival d'Avignon et au Théâtre de l'Est parisien. Il y a longtemps. Donc, je l'ai connu à 17 ans. Alors, je vous conseille de regarder l'émission avec Lambert Wilson. Très bien. Merci beaucoup, Dave. Et je vous souhaite... je vous souhaite bonne fin de carrière. Oui, merci. Ça plaît la toujours. retraite aussi. Quand Laurent Gérard m'imite, il dit toujours ça parce qu'il sait que je dis ça. Oui. Parce que je sais aussi que ça peut heureusement faire rire, mais pas toujours. Bon, allez, moi, je vous souhaite bon vent parce que vous avez un côté marin aussi. Hein. Voilà, marin et marrant, j'espère. Marin et marrant. On va se quitter sur ces dames. paroles. Ah, c'est là. Merci. Non, c'est là. Ciao. Ci vediamo. Merci beaucoup, Dave. Quant à moi, je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Domino, l'émission qui va au-delà des mots.